En 2022, la métropole de Lyon a publié son schéma directeur vers 2030 concernant les déchets. Une trajectoire qui vise la réduction des déchets et la valorisation des ressources. Et pour en discuter, nous recevons Isabelle Petiot dans l'invité des Regards. Bonjour Isabelle Petiot. Bonjour. Alors déjà, bienvenue et un grand merci d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Donc vous êtes vice-présidente de la métropole à la réduction des déchets, traitement et propreté. Et pour débuter, je vais reprendre vos mots. La métropole veut mettre fin à une aberration écologique, celle de l'incinération des biodéchets. Fini donc les épluchures de courgettes et autres pots de bananes dans la poubelle des déchets ménagers. Il faudra, à partir du mois de janvier, aller les déposer dans un bac à compost. Mais en réalité, cette politique, elle est issue d'une loi nationale. On se demandait donc si vous ne faisiez qu'appliquer les directives nationales, donc, ou si la question du compostage était une politique qui était initialement portée par la métropole de Lyon. Et si tel était le cas, en quoi sa mise en application est plus ambitieuse que ce qui est prévu par la loi ? Oui, alors on va peut-être revenir sur ce que dit la loi. La loi, précisément, elle demande aux collectivités de mettre une solution à disposition pour que les habitants puissent faire le tri à la source. À la métropole de Lyon, on a été précurseur, et je parle de ça même avant le mandat pour lequel on m'a confié la réduction des déchets. Le compostage a été poussé depuis plus de 10 ans à la métropole de Lyon, donc compostage de proximité, en quartier, pied d'immeuble, école. Donc ça, c'est une politique qui était menée. En arrivant, du coup, en début de mandat, en 2021, on a particulièrement développer cette politique. Alors oui, ça répondait à l'échéance réglementaire. Néanmoins, on sait à l'heure actuelle qu'on n'a que 20% des collectivités qui se sont réellement attaquées au problème. Et en l'occurrence, quand nous, on a commencé à le faire en 2021 en déployant les bornes à compost sur le 7e arrondissement, on était une des premières grandes collectivités à le faire à cette échelle, puisqu'on touchait 82 000 habitants. Et puis à le faire de la manière dont on l'a fait, c'était des points d'apport volontaires accessibles à tous en permanence et sans contrôle d'accès. Et pour une grande ville, c'était clairement un pari. Et on a été beaucoup regardé au niveau national, notamment par les autres collectivités qui, dorénavant, peuvent s'inspirer de l'exemple lyonnais et déploient aussi ce même type de point d'apport volontaire. Il faut peut-être redire la différence à un point d'apport volontaire. Donc les fameuses bornes à compost dont je parle, ce sont des bornes qui sont collectées. Donc le compost se fait ailleurs, sur une plateforme de compostage, alors que le compostage de proximité dont je parlais au tout début, lorsqu'on m'avait posé la question, c'est vraiment un process qui se fait in situ, où du coup on fait maturer la matière sur place, et l'idée c'est de la réutiliser à proximité dans son jardin ou dans sa copro, enfin voilà, son espace vert. Bon, on reviendra peut-être juste après sur tous les détails techniques du compost, parce qu'on adore ça, c'est alléchant, là, il est pas très, c'est pas loin de l'heure de l'apéro, donc ça nous met en appétit. Mais alors déjà, vous le disiez, la question du compost, c'était une politique qui était déjà menée dans le précédent mandat, donc. Oui, tout à fait. Et donc que vous avez repris, que vous avez porté dans votre programme pour la métropole, le programme écologiste que vous avez voulu intensifier. Oui, alors l'idée, c'était de multiplier par 3 les sites de compostage partagés. Donc on était à un peu moins de 400 sites, et là on approche les 1000 sites. Donc on a un bon rythme de croisière. Après, la question se pose, il va sûrement y avoir un petit ralentissement de ces sites, puisqu'il y a l'arrivée des bornes à compost qui crée une petite concurrence. Enfin, j'aime pas l'appeler comme ça, mais c'est quand même le cas. Et donc, mais on laisse quand même le choix, et le compostage de proximité a tout son atout, et on le pousse parce que sur une copro qui a des espaces verts, on peut réutiliser les végétaux, le broyat, et du coup en profiter pour faire du compost et amender les terres en proximité. Donc ça a du sens, donc on tient quand même à le pousser. Je sais plus où on était. Non, je me rappelle plus non plus, mais on peut enchaîner sur la question justement des techniques que vous avez commencé à aborder. Donc vous avez choisi une technique particulière de compostage, pourquoi pas une autre, par exemple le lombricompostage ou les façons dont... Pourquoi cette technique-là en particulier ? Vous pouvez nous le rappeler aussi. Pour le traitement des déchets alimentaires via les bornes de compost, c'est ça. Oui, effectivement. Alors, l'idée, c'est de les amener en plateforme de compostage. Alors, pourquoi ne pas avoir choisi du lombricompostage ? En fait, le lombricompostage, c'est une manière de composter, c'est un peu technique, qui se fait à plus petite échelle. Le modèle qu'on connaît actuellement, mais qui pourrait être amené à évoluer, c'est plutôt un modèle de petit site. Or, dans une ville aussi dense que Lyon, on n'a pas forcément la place sur l'espace public d'installer ces lombricomposteurs. Et le compost qui est réalisé, du coup, on en fait quoi par la suite ?
Alors, le compost qui est réalisé, l'idée, c'est qu'ils viennent amender les terres agricoles en proximité. Donc, on a fait une étude avec la Chambre d'agriculture. Et là, les données étaient très intéressantes puisqu'on est en capacité d'amender les sols dans un périmètre de 30 km autour de la métropole de Lyon, donc très en local. Et savoir que du coup, on va reboucler une boucle alimentaire. Et donc, ce compost va permettre de reproduire des aliments. Et alors, j'aime bien un peu redire tous les avantages que représente ce compost. Non seulement il nourrit naturellement nos terres, donc on vient se substituer à des engrais chimiques. Ensuite, il permet d'avoir une meilleure rétention d'eau et donc on peut aussi aider les pratiques agricoles à moins utiliser, à moins irriguer leurs champs. On ramène du vivant dans nos sols et on sait combien c'est important. Et puis, il y a un effet qui est beaucoup moins connu, mais moi que j'aime bien redire à chaque fois, c'est que le compost a cette faculté de capter, de stocker le carbone dans le sol. Et là, on rejoint un peu toute l'étude qui a été faite lors des accords de Paris sur les 4 pour 1000 et cette faculté que peut avoir le sol pour nous aider à lutter contre le dérèglement climatique qui me paraît très important. Et il ne me semble pas que vous venez d'aborder en fait la question de l'incinération. Est-ce que, vous avez quand même dit, on en a parlé, on a repris vos mots de l'introduction en parlant que c'était une aberration écologique d'incinérer, mais il y a quand même un autre mouvement qui se fait sur l'incinération avec la question des incinérateurs sur Lyon. Oui, alors effectivement, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. Effectivement, donc c'est des déchets qu'on enlève, qu'on retire de l'incinération, qu'on évite d'emmener en incinération. Et ces déchets, ils représentent à peu près un tiers de nos poubelles grises. Donc on a un levier de réduction de déchets qui est formidable. Et puis comme je viens de le dire, c'était une aberration que tous ces nutriments, c'est une vraie richesse qu'elle ne soit pas exploitée à sa juste valeur. Et donc oui, il va y avoir un impact sur l'incinération, effectivement, puisqu'on retire ces déchets de ceux qu'on envoie en incinération. Et la loi, il me semble, ne prévoit pas de sanctions en fait, pour les collectivités territoriales qui ne proposent pas de solution de tri à ses habitants. Alors comment est-ce que vous percevez ça D'ailleurs, vous avez cité un chiffre, c'est 20% des collectivités territoriales qui le font ou qui ne le font pas? Alors, c'est 20% qui s'y sont mises. Moi, c'était des données que j'avais eues il y a quelques mois. Je pense que ça a peut-être un peu évolué. Là, il y en a pas mal qui, malgré l'urgence, parce qu'on est à quelques jours de l'échéance réglementaire, commencent à s'y mettre. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une question de coût économique, puisque c'est une collecte supplémentaire. Ça vous coûte combien, pardon, oui. Alors, ça nous coûte combien ? Il y a investissement et fonctionnement. Donc, en fonctionnement, c'est une collecte qu'on rajoute. Et en investissement, on est à peu près sur un investissement de 12 millions d'euros sur la totalité du déploiement pour la métropole de Lyon. Et on a une aide assez conséquente de l'ADEME. D'accord. Donc, on en était sur les collectivités qui ne s'y mettent pas. Donc, il y a une question de coût. Il y a une question aussi, je pense, de volonté politique pour certains. Et puis, il y a vous parliez de la loi, il y a aussi le fait que la loi, elle est très peu prescriptive et que finalement, il n'y a pas de sanction qui est réellement montrée. Il n'y a pas la peur de la sanction, clairement. Et c'est un problème, en tout cas dans le monde des déchets. On a beaucoup de recommandations, après des lois qui encadrent plus ou moins, elles sont là, on sait un peu l'horizon vers lequel on doit aller, mais néanmoins on est très peu accompagné, financièrement notamment, je parle des collectivités, et on fait face à des injonctions paradoxales, c'est qu'on ne touche pas à la consommation ou aux producteurs de déchets concrètement, et nous on va nous demander de les gérer, d'en avoir moins, mais c'est pas possible, il y a un moment donné, il faut s'attaquer à la source du problème. Et donc comment est-ce qu'on s'attaque à la source du problème à la métropole de Lyon ? Je pense que déjà, le fait d'être modeste sur ce que peut faire une politique déchets, elle peut faire beaucoup, mais elle ne va pas pouvoir freiner la consommation ou changer la consommation. Et donc, la question des suremballages, la question de la consommation, la surconsommation, moi, clairement, je suis impuissante. Donc là-dessus, il faut quelque part qu'on élargisse un peu le prisme. Par contre, ce que je peux faire, moi, c'est d'aider à conscientiser la population et de rendre visibles ces déchets qu'on a voulu pendant très longtemps cacher, parce que pendant longtemps, on n'a jamais eu de vraie politique
concernant les déchets, ce qu'on a fait, c'était de la gestion. Et on le faisait, on les invisibilisait, on demande aux éboueurs de passer très tôt le matin, de ne pas faire de bruit. Les locaux poubelles, on ne les voit pas. Les poubelles, en manière générale, dans la ville, on les cache, en fait, nos déchets, on cherche à les cacher, voire même à les esthétiser. Et ça invisibilise ce problème de société. Et donc, ça fait partie de ces axes que moi, j'ai souhaité mener, c'est qu'on les re-rende visibles, qu'on soit fiers de porter cette politique. Et d'où notamment le fait que ces bornes à compost soient sur l'espace public. Ça participe aussi à cette sensibilisation et à cette conscientisation de ce qu'est un déchet. Et après, de manière générale aussi, le but, qu'on en a parlé en introduction, c'est forcément d'avoir la meilleure dévalorisation possible et donc de viser le 0% enfouissement. Il faut savoir qu'actuellement en France, on enfouit encore énormément et c'est une pratique qui est complètement scandaleuse et qui ne devrait plus avoir lieu d'être. Ensuite, on incinère. Alors l'incinération, c'est peut-être un peu moins pire parce qu'on va faire de l'énergie. Mais néanmoins, quand on incinère des déchets alimentaires, ça reste une aberration écologique, et voire même quand on incinère du plastique. Et après, il y a la valorisation matière, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette tous nos efforts à faire du compostage, le recyclage, même s'il y a beaucoup de limites au recyclage, il faut en être conscient. Et puis, la meilleure des solutions, c'est la prévention, c'est de ne pas faire de déchets. Et là-dessus, on s'attaque à la consommation. Et justement, oui, là-dessus, donc vous parlez du recyclage, mais à l'opposé, on va dire, du recyclage, il y a la question de la consigne. Est-ce qu'à Lyon, on met en place une politique autour de la consigne ? Oui, alors la consigne, c'est un grand sujet. Alors déjà, il faut bien distinguer, il y a la consigne pour recyclage et la consigne pour réemploi. Oui. On a beaucoup parlé récemment de la consigne pour recyclage. Alors il faut distinguer, donc là, vous me parlez de la consigne pour réemploi, j'imagine. Bien sûr. La consigne les fameuses bouteilles en verre. Alors, il y a aussi des consignes en plastique d'ailleurs, pour réemploi. Ouais, je ne sais pas si c'est souhaitable. C'est autre chose, mais ça existe. Oui. Du coup, la consigne pour réemploi, oui, on porte assez fortement, on souhaite le développer. Après, c'est comme tout, ça demande des budgets conséquents et surtout, ça demande une volonté nationale. Parce que si on veut que le système il marche, il doit être fait à l'échelle nationale. Qui n'existe pas aujourd'hui. Qui n'existe pas, mais là, ça commence à bouger, donc on va voir ce que ça donne. On a des grandes marques qui commencent à sortir des bouteilles consignées, et puis l'éco-organisme en charge met des fonds sur la table pour développer la consigne au niveau national. Et nous, à la métropole de Lyon, ça fait un moment, on a un acteur qui s'appelle Rebouteille, un acteur local, qui du coup met en place la consigne. Elle est déjà en place dans quasiment toutes les enseignes de magasins bio sur la métropole de Lyon. Et donc, on les aide financièrement. On les aide aussi parce que récemment, on a passé une délibération où, en fait, chaque bouteille consignée, la métropole va verser 20 centimes d'euros à la Ligue contre le cancer. C'était une subvention qu'on donnait, enfin qu'on donne toujours, mais qu'on veut compléter, qu'on donnait pour la collecte du verre en silo. Et du coup, j'ai voulu aussi, dans ce changement de valeur, se dire qu'il fallait aussi donner de la valeur aux bouteilles consignées, notamment avec cette subvention. Et est-ce que vous, à votre échelle, vous avez un pouvoir donc législatif et légal sur que ce soit les producteurs ou peut-être les distributeurs sur le fait qu'ils mettent en place des bouteilles consignables ? On n'a pas forcément Non, on n'a pas ce poids-là. Nous, on peut les sensibiliser, on peut aider aux bouteilles, c'est un peu les aider à avoir une certaine force commerciale. Structurer un peu mais c'est ce qu'on fait, donc essayer d'associer tous les acteurs économiques et de leur montrer les bien fondés, et puis de faire des appels à projets pour les aider en fait à ce changement de pratique. Et donc on a, c'est pas mal d'en parler aussi, on a un autre acteur, c'est Sofu, qui fait de la consigne de fûts de bière. Et en fait, voilà, nous, c'est des acteurs qu'on aide, et après, à eux d'aller démarcher tous les petits producteurs, et à nous aussi d'essayer de fédérer ces acteurs-là. L'idée, c'est quand même qu'ils se mettent d'accord autour d'un standard de bouteille. Donc là, c'est en cours. Et qu'après, ce standard de bouteille, il soit en accord avec le standard national. Bon, c'est très technique aussi, mais finalement, si on ne veut pas que ce soit des boucles fermées locales, ce qui va coûter très cher, il faut que les bouteilles puissent circuler librement sur le territoire et être réutilisées facilement. Et pour revenir sur la réduction des déchets, j'imagine qu'il y a quand même un paradoxe qui va arriver avec la question du chauffage urbain et de l'incinération. Disons que réduire les déchets incinérés, ça veut également dire réduction de ressources énergétiques. Comment est-ce que ça pourrait se passer ? Non, alors il faut vraiment se battre contre cette idée reçue. On incinère beaucoup trop de déchets. On a largement de quoi faire pour nos chauffages urbains. Il n'y a pas du tout un manque. Au contraire, actuellement en France, on est en manque de capacité de traitement. Donc on a plus de déchets que ce qu'on peut
en traiter. Donc là-dessus, il faut vraiment arrêter cette idée reçue qui en plus nous porte préjudice. À la métropole de Lyon, par exemple, en plus, on a nos incinérateurs, donc on brûle nos déchets ménagers, mais on brûle aussi des apports extérieurs. Donc même si nous, on réduit les déchets qu'on va amener en incinération, de toute manière, on peut garder une capacité d'incinération constante, et ce qu'on doit faire, les outils ne sont pas malléables aussi facilement. Et d'autre part, en retirant les déchets alimentaires, on augmente le pouvoir calorifique. Donc en fait, avec moins de déchets, on va produire plus de chaleur. Alors moi, j'avais une petite question un peu technique quand on revient un petit peu au sujet du début, les bornes à compost. Et on parlait de la consommation. Comment est-ce qu'on gère, alors déjà, ce qui est jeté dans ces bornes à compost? Donc on imagine qu'il peut y avoir des choses qui n'ont pas à être compostées. Mais au-delà de ça, ce compost, il est fait pour amender donc, les champs de la métropole et des environs. Comment est-ce qu'on gère le fait que potentiellement ce soit plein d'aliments qui ne soient pas du tout bio, donc avec des résidus de pesticides, avec des résidus, je sais pas, d'antibiotiques, plein de choses comme ça, qui se retrouvent derrière dans les champs? Comment est-ce qu'on gère ces choses-là? Alors, il y avait deux questions. Il y avait la question des indésirables, en fait, les erreurs de tri qu'on peut trouver. Alors, les consignes, c'est vraiment, on peut mettre tous les déchets alimentaires en vrac ou en sac craft, et j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, sur notre territoire, notamment, on se distingue un peu aussi pour ça. Vu qu'on va en compostage, il est clairement demandé de ne pas mettre de plastique ni de bioplastique, justement, parce qu'on ne peut pas retrouver ces substances dans nos champs agricoles. La consigne, elle est plutôt bien suivie. Les principales erreurs qu'on retrouve malheureusement, ce sont des sacs plastiques où les gens mettent leurs déchets alimentaires dedans. Et donc, on considère tout ça comme une erreur de tri. Mais à part ça, on a très peu d'indésirables. Et après, dans le process de compostage, quoi qu'il en soit, ces indésirables sont retirés soit en amont du process, donc à la main, soit en aval, l'ensemble de la matière est tamisée et on peut retirer certains indésirables. Ensuite, vous me parliez des pesticides et en fait de tout ce qui peut malencontreusement se retrouver par exemple sur nos aliments. Alors c'est une question qu'on s'est souvent posée et finalement ce qui fait foi, c'est les analyses après agronomiques qu'on a de la matière. Elles sont excellentes en fait. D'accord. Donc il y a deux écoles. Il y en a qui se disent qu'il y a certains matériaux qui vont se dégrader. De ces substances qui peuvent se dégrader, et d'autres qui disent que finalement, même sur nos aliments, vu qu'on a pu les laver, que voilà, il y a eu tout un process, on les retrouve en très très faible quantité. Et du coup, en tout cas, notre compost est compatible à l'agriculture biologique et on n'a pas du tout de substances indésirables de ce côté-là. Et pour terminer cet entretien, j'aimerais revenir sur la politique mise en place à l'échelle de la métropole qui contient des distinctions en fait, entre les centres urbains et les zones plutôt périurbaines où là, vous allez beaucoup plus sur une dimension individuelle du compostage. Comment est-ce qu'on engage ce processus-là dans les territoires périurbains ? Alors, dans les territoires périurbains, on pousse plutôt le compostage de proximité. On a lancé une distribution gratuite de composteurs individuels à tous les habitants qui en font la demande sur Tout2Go. Donc, c'est très simple. Ça a très, très bien marché. On a plus de 25 000 composteurs qui ont été distribués. Et ensuite, on en profite pour les sensibiliser et leur apprendre le geste. Et on a des formations en ligne qui sont gratuites. Chacun peut s'inscrire pour composter et jardiner autrement, pour vraiment aussi faire le lien avec ce qu'on va faire du compost et la manière dont on peut gérer aussi autrement les végétaux plutôt que de les emmener à la déchetterie in situ dans son jardin. Donc on cherche vraiment à créer des boucles vertueuses à chaque fois. Et après, néanmoins, on a conscience que dans chacune des communes, il faudra, et là on y réfléchit très activement pour 2024, mettre une solution de point d'apport volontaire. Donc on pourrait trouver une hybridation entre ce qu'on appelle du pré-compostage, où on viendrait collecter, mais toutes les 6 semaines. Merci beaucoup Isabelle Petiot. Donc, je rappelle que vous êtes vice-présidente à la métropole à la réduction des déchets, des traitements et propreté. Pardon. Je vous propose maintenant de passer un petit questionnaire, le questionnaire Anthropocène de Lou Herman. Bonjour Lou. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'installe, pardon. Bonjour Isabelle Petiot. Donc oui, on vous propose de passer par ce questionnaire Anthropocène. Donc c'est une version librement revisitée et raccourcie du questionnaire de Proust à la sauce Anthropocène. Donc c'est 5 questions courtes que vous découvrez, pas d'échange, juste vos réponses. On commence ? Allez. De quoi avez-vous peur aujourd'hui ? D'un effondrement de la biodiversité notamment.
Dans quel paysage vous vous sentez le mieux? Dans une forêt, je dirais. Parmi toutes les menaces à l'œuvre, environnementales, sociales et politiques, quelle est celle qui vous touche le plus? Dans toutes les menaces, vous avez dit? Oui, parmi toutes les menaces à l'œuvre, quelle est celle qui vous touche le plus? Là, c'est un peu l'actualité, c'est une menace politique. Mais après, la menace environnementale, elle est omniprésente. Donc, moi, elle ne me quitte jamais. Je l'ai toujours à l'esprit. Et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir? Je dirais à mes enfants, parce qu'à la fois, ils nous donnent la force de nous battre, de ne pas être défaitistes, de se dire qu'on va arriver à construire autre chose. Et puis aussi la confiance, en fait, la confiance dans les générations à venir, à s'adapter et puis peut-être à inventer, à faire des révolutions qu'on n'aurait même pas imaginées. Que seriez-vous prête à abandonner ou à changer dans votre pratique professionnelle? Ah bah tout. Et je l'ai déjà fait. Merci beaucoup Isabelle Petiot. Un grand merci Lou, un grand merci Isabelle Petiot pour cet échange. Je rappelle donc que vous êtes vice-présidente de la métropole à la réduction des déchets, traitement et propreté. À bientôt sur Radio Anthropocène. Merci, à bientôt.